Salut à tous, salut Dimitri. Salut à toi, salut à tous. King of the Ring 1996 aujourd'hui. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un très bon pay-per-view. Ah oui, c'était vraiment super, c'était vraiment vachement bien. Ah, carrément, vraiment super. Oui, moi j'ai beaucoup aimé et ça coïncide quand même pas mal avec les souvenirs qu'on avait. On en avait discuté dans la Monday Night War. Moi, j'avais le King of the Ring 96 comme un très bon show. Après, le tournoi qu'on a vu depuis un mois à Raw avait un petit peu entaché mon enthousiasme un petit peu, tu vois. J'étais un peu saoulé de lancer ce truc. Ce Tout tournoi à m'a fait fait. chier. Mais par contre, le Oui. show est vraiment chouette. Oui, moi perso, c'est un pay-per-view que j'aime particulièrement. Je trouve que le main event est un bijou dont on parle pas assez souvent. Dans ce pay-per-view, on va aussi avoir des... Enfin, moi, je l'ai perçu comme une tentative de mettre Ahmed Johnson dans un match super long. Peut-être trop, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est évidemment un tournoi historique, avec la victoire de Austin et la naissance de Austin 316. Malgré quelques faiblesses quand même, hein, niveau tag team, parce que finalement, quand on réfléchit, ça fait un an qu'il n'y a que 4 tag teams à la WWE. Mais Oui, la division tag n'existe pas, quoi, globalement. Ouais. Et puis, ils vont continuer à se là. tirer la bourre jusqu'à SummerSlam, où ils vont faire un match à 4 équipes d'ailleurs. Mais après, il y aura d'autres, genre les Headbangers et compagnie. Mais voilà, dans l'ensemble, il n'y avait pas de merde. La fin, en plus, après le main event, moi, je l'avais adoré. Et qui nous donne une direction toute faite pour le prochain pay-per-view international Incident. Ouais, non, c'est vrai que ça dresse tout de suite la table pour le prochain show. On a envie de voir Raw pour la première fois depuis un bon mois. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et en plus de ça, en plus de tout ce qu'on a dit, il y a Owen Hart aux commentaires. Putain. Alors là, mais au début, je commençais à noter un peu toutes les pépites, et puis après, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai mis juste un seul tiré en disant Owen est prodigieux tout le long du show, quoi. Il y en a 12 par match. Ouais. Il est incroyable. Il est drôle, précis, il est original et surtout il reste crédible, ce qui est des fois pas le cas quand il y a un commentateur heel comme ça qui te balance des conneries. Quand c'est juste l'espace d'un match, quand il est en guest, ça passe, mais quand quand c'est non-stop en 3 heures, en général ça fait trop sketch. Et là c'était pas du tout le cas. Donc c'était génial. Pour ce qui est des sondages de l'époque, donc on a eu 84% de gens qui ont donné un thumbs up pour le pay-per-view, 7% thumbs down et 9% thumbs in the middle. Donc voilà, c'est plutôt, décision unanime. Le pay-per-view était un très bon pay-per-view. Et moi, je sais pas comment toi tu l'avais regardé, mais à l'époque, je l'avais regardé plus ou moins en direct au téléphone avec mon ami Thierry Guts. Et on avait passé, je me souviens, genre 1 heure ou 1 heure et quart au téléphone non-stop. Ce qui, pour 1996, était, en termes de coût, France Télécom, un doigt d'honneur à mes ramps, tu vois, quoi. Donc, putain. Donc écoute, voilà. moi, alors franchement, je me souviens pas du tout. Je pense pas l'avoir vu en l'équivalent direct à l'époque. Je sais plus quand j'ai vu ce show, franchement, pour la première fois. Mais pas en juin 96. Oui, j'avais pas aimé l'année. Je pense que j'ai vraiment pas vu en juin 80, enfin en juin ou juillet 96, j'en suis certain. J'arrive pas à resituer de souvenirs sur ce truc. Mais c'est vrai que moi j'ai des souvenirs très marquants du clip du début qui à l'époque était fabuleux, qui aujourd'hui 20 ans après est quand même super cool et qui te donne l'impression que putain, comme ça booste à la VVE en ce moment, quoi, les pay-per-view, les Raw, les matchs du King of the Ring qu'on n'a pas vu à Superstar, etc. Mais quand tu t'es tapé les Raw, comme t'as dit, bah, tu te rends compte que il y a les Raw et il y a les pay-per-view, quoi. C'est presque inversement proportionnel. Pour mettre en avant des highlights. Oui. Je veux dire, c'est presque inversement proportionnel à la WCW où les nitros sont clairement mieux et les pay-per-view, bon, quand c'est très bon, c'est vraiment une erreur de parcours presque. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et donc, on est à Milwaukee, dans le Wisconsin, comme disait Raymond Rougeau. Dans la Mecca, salle légendaire de basketball. Ah, c'est une salle légendaire de basketball ? Oui, dans les années 70, Milwaukee, c'était un peu l'équipe phare, et c'est surtout leur parquet là qui est hyper connu, où il y avait marqué de Mecca au centre. Et c'est vraiment un morceau d'histoire, ce parquet, c'est vraiment un truc iconique. Allez, je te mets au défi. Quel autre pay-per-view majeur on a eu dans cette salle ? Ça, c'est ces trucs à toi, ça. Je sais pas. Ah bon ? Pourquoi ?
Autre pay-per-view majeur qu'on a eu dans la Pas un Mecca. pay-per-view, mais en tout cas, oui, il y a eu des événements majeurs qui ont eu lieu dans ce truc. J'ai toujours du mal à resituer, moi, quand c'est pas Madison Square Garden, le reste, vas-y. Over the Edge 98 avec Austin Doodlove avec la fin de taré. Ah, mais ça, c'est parce que tu l'as vu récemment, parce que Alain m'a dit que tu avais vu Over the Edge 98 avec lui récemment. Ah bah en fait, je lui ai conseillé, je crois qu'il me l'a demandé le soir où j'ai regardé ce pay-per-view. Donc j'avais évidemment déjà pris mes notes, mais donc il m'a demandé des trucs, genre, qu'est-ce que je lui avais dit en premier ? 8. C'est lui qui m'a demandé. Ouais, il m'a demandé est-ce que je regarde WrestleMania 8 ou Survivor Series 91 ou un Survivor Series, moi il m'a dit. Alors moi je vais forcément proposer le 93 parce que tu connais mon amour et il me dit ouais non. Bah, au début, je sais plus ce qu'il avait dit. Moi, je lui ai conseillé Backlash 2000. Il m'a dit non. Ensuite, je lui ai conseillé Great American Bash 89. Non, c'était ça le premier choix, je crois. Great American Bash 89. Il m'a dit trop vieux et quelques phrases après, il me dit Survivor Series 91. Et donc, je lui ai dit si tu veux, mais je vois pas l'intérêt parce que c'est un peu un pay-per-view pointless, quoi. Et finalement, il a regardé. Et ensuite, mon conseil s'est tourné vers Over the Edge 98, dont j'avais fait la mention dans mes notes en regardant le King le matin même. Voilà tout. D'accord. Voilà. Milwaukee, moi je suis à l'été 2010, j'étais à Chicago et je suis allé voir un match de baseball à Milwaukee. Putain. C'est pas le... Comment il s'appelle le stade? Le Miller Light Park. Miller's Park. Miller Light Park, ouais, un truc comme ça. Ouais. C'était un bon petit souvenir. Et c'est vrai que quand même, au niveau de la foule, même si elle n'est pas génialissime, on se rend compte qu'on n'est pas très loin de Chicago, parce que ça pop pour des trucs un peu heel. Moi, j'ai bien aimé la foule pendant ce show. Je trouvais que c'était une c'était bonne un foule, peu foule de catch. En dents de scie. Alors, on va tout de suite crever l'abcès. Est-ce que tu as vu la grosse en vert au premier rang? Alors, oui. Vas-y, parle-moi d'elle. Eh ben, je l'ai capté, je sais plus quand, pas au tout début. Je l'ai capté, je sais pas, peut-être dans le match des Godwin ou un truc comme ça. Et alors, j'ai pas rembobiné pour voir si elle avait bougé avant, mais en tout cas, du tag match jusqu'à la fin, elle est comme ça. Ouais. Elle bouge pas, elle a juste applaudi 2 fois, une fois pour Ahmed et une fois pour Shawn Michaels. Et quand je dis applaudi, c'est genre ça, quoi. Et à un moment, elle s'est levée. Genre, mais c'était peut-être pour voir mieux, quoi. Mais sinon, la meuf est au premier rang et elle ne bouge pas d'un pouce pendant 3 heures, quoi. Alors, elle ne bouge pas d'un pouce pendant 3 heures, suffisamment pour que mon œil se positionne sur elle. Mais du coup, j'ai compris que c'était une maman qui accompagnait son fils qui est à côté. Et elle, je pense qu'elle en a rien à foutre d'être là, tu vois. C'est comme quand ta maman, elle t'emmène au concert d'NTM quand t'es petit, elle en a rien à foutre, tu vois. Ah ouais, mais bon, même quand t'es... Oui, mais quand le catch, c'est quand même bon enfant. Tu te laisses prendre un petit peu au truc. J'aime à penser que oui. Après, je peux comprendre qu'on passe complètement à côté, tu vois. Et elle, je me suis dit, bon, bah, elle est gentille. Je me suis dit, elle est gentille. Elle amène son petit garçon qui a l'air d'être quand même assez jeune. Et voilà, et elle fait le sacrifice, tu vois. Comme quand ma maman, elle m'a amené au cinéma pour aller voir Dragon Ball Z quand c'est sorti au cinéma, tu vois. Elle va pas rentrer parce qu'il y a Broly qui arrive, tu vois. Elle s'en branle. Elle s'en fiche. Ah, tu te corriges parce que tu parles de la maman. Ah non, elle s'en branle. Bah oui, elle s'en branle. Ok. Alors, le premier match du show, c'est un match dans lequel on se demande vraiment si l'impitoyable va se sortir des griffes du Mercuriel. Le Mercuriel, oui. Très, 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 très bon opener. Et d'ailleurs, le Marc Mero est appelé Wildman uniquement. Ah ouais? Oui. Sur le bandeau qui présente son nom. Ouais, donc c'est le premier match de demi-finale. Austin est là parce qu'il a éliminé Bob Holly et Savio Vega. Marc Mero, de son côté, il a éliminé Skip et Owen Hart. On voit d'ailleurs pendant l'entrée de Marc Mero les images de Owen Hart qui le frappe avec le plâtre. Et Owen Hart qui fait « Ah non, mais parce que là, je voulais aller le féliciter et en fait, j'ai trébuché. » J'ai glissé, ouais. I slipped. Je voulais vraiment aller le féliciter pour sa victoire contre moi parce qu'il était meilleur et en fait, je suis tombé. Et du coup, j'ai mis un coup de plâtre dans la gueule. Ouais. Le début de match est très lent, mais après, ça rentre vraiment ça coche toutes les cases. La foule aime beaucoup les comebacks de Marc Mero. C'est un match qui est classique, mais qui est vachement bien maîtrisé.
hyper efficace pour faire briller les deux. Marc Mero, quand même, autant je l'aimais pas particulièrement à la WCW, autant là déjà, la dernière fois c'était contre quoi? Contre Triple H. Le match était super. Oui. Là, c'est un deuxième match qui est vraiment hyper bon. Bah oui, c'est vrai. Et puis c'est parce que finalement, c'est un stunning Steve Austin contre Johnny B. Bad. Oui, c'est ça. Bah, tu vois que Austin, quand même, c'était quelque chose avant sa blessure. C'était quand même un maître technicien. Ah oui, oui, non, mais Austin, on se rend pas suffisamment compte à quel point le mec était fabuleux techniquement, physiquement, avant qu'il soit obligé de devenir juste un vulgaire brawler, j'ai envie de dire. Un brawler, tout à fait. Mais oui, là, franchement, il déploie tout son répertoire, il montre de la personnalité, c'est du catch intelligent, c'est hyper précis, tout fait sens, tout a un but. Mero scelle vachement bien, encore une fois. Non, c'est hyper chouette. Et puis, il y a des gros moves à un moment donné. T'as un Frankensteiner de la 3e corde. Tu souris à cause de mon accent. Ouais, à cause de Steiner. Le Frankensteiner. Écoute, on habite à Strasbourg, il y a des relents. McDan. Il y a des relents McDan. C'était... on n'a pas le droit de dire ça, non? Dans Platane. Pourquoi on n'a pas le droit? Non, dans la saison 3 de Platane, on avait beaucoup ri sur Roland McDan. Ah oui, oui. Ah bah, on n'endosse pas le... Ah oui, tiens, j'ai oublié de montrer le DVD. Ah, la jaquette. The Jackets. Je pense que j'ai aucun DVD de In Your House, à part peut-être Mind Games, à vérifier. C'est la jaquette custom du tag classique. Parce que les jaquettes du tag classique, moi, c'est vrai qu'elles n'étaient pas très belles. Owen Hart, oui. Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'il a appelé Sable pendant le match? Ah non, j'ai pris des notes par rapport à Jake le Snake, mais pas par rapport à Sable. Sable, il l'appelle un hose bag. Oh putain. Ah oui, d'accord, c'est tout de suite du sérieux, quoi. Ouais. Mais effectivement, la foule, elle pop bien pour les comebacks du mercuriel Marc Mero, mais elle est aussi, elle pop quand même pour les attaques d'Austin et ses taunts et ces machins, quoi. Oui, tu fais donc bien ouais. C'est D'Lo Brown et D'Lo Brown a mangé Steve Austin. Ouais. À un moment, je sais pas si t'as capté, après que Austin se pète la lèvre, il y a une sorte de baisse de rythme, comme si on était un petit peu perdu. Alors que finalement, je veux dire, ça reste qu'une lèvre pétée, c'est pas une blessure majeure qui remet en cause la trame du match, etc. Donc il y avait un espèce de petit flottement. Là, le match a duré 17 minutes, mais après la blessure d'Austin, il y a eu 2-3 minutes comme ça de mou, j'ai envie de dire. C'est un peu mou. Mais, c'est un peu mou. Ouais, on parle donc de Austin et Jake le Snake sont clairement les deux mecs qui sont le plus mis en avant dans le tournoi. Et donc, en fait, il y a tout un passage où les commentateurs mettent over Jake le Snake en disant que voilà, que c'est son comeback, qu'il a 41 ans, etc., etc. Et là, t'as Owen Hart, mais vraiment, voilà, t'as un air complètement, mais hyper sérieux. Il fait non, il a 61 ans. Tu sais, c'est même pas genre une blague, c'est genre, je te donne factuellement les choses. Non, il a 61 ans. et vers la fin du match, moi, j'ai quand même trouvé que la foule, un peu comme à la WCW où ils captent quand il y a du bon catch, ce qui n'est pas tout le temps le cas à la WWE. Là, ils captent chemin faisant qu'ils sont face à quand même un très grand combat de King of the Ring. Ah oui, c'est vraiment pareil. Peut-être le meilleur combat King of the Ring depuis Bret Hart, Mr. Perfect de 93. Du tournoi, je veux dire. Oui. Bah, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et comme dit, là, on s'approche de très, très, très bon match, quoi. C'est hyper chouette. Et ça se finit par le stunner qu'on avait découvert pour la première fois à Raw, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et alors là, il est survendu sur la gorge par Marc Mero. Tu as l'impression qu'on lui a... Le mercuriel. Tu as l'impression qu'on lui a coupé la gorge sur le stunner. Ouais. C'est sa première défaite? Première défaite du mercuriel, comme tu dirais, comme les chaussures de foot. Toi, les gens comprendront. Mercury? Non, les mercuriels, c'est des chaussures de football Nike. Les gens comprendront. J'espère que sur les quelques abonnés, il y en aura quelques-uns qui font du foot. Ensuite? Quoi, ensuite? Oui, donc je disais première défaite de Marc Mero. C'est quand même pas rien et c'est bien pour lancer la grosse année de Steve Austin. 1996 va être une sacrée année pour lui. Quand j'étais petit, j'étais totalement derrière Jacques Lachneck dans ce tournoi.
Ah bah ouais, j'y ai cru, mais jusqu'à la dernière seconde. Bah, je t'ai dit, moi, j'arrive pas. C'est très bizarre parce que j'arrive pas à replacer des souvenirs. J'ai des souvenirs bien avant ce show et juste après, juste avant. Mais C'est-à-dire qui me donne Besançon à peu près? bien... Ah, ce show Montbéliard. T'as des souvenirs avant Sochaux, alors de Strasbourg, d'abord c'est Besançon, quoi, hein, c'est ça? Blague Benoît Peretti. Géographique. Territoire de Vas-y. Belfort. Territoire de Belfort, tout à fait. J'ai une écharpe Aller Sochaux de la Coupe de France que j'ai retrouvée pendant le confinement. Je l'ai envoyé à Ishtou en photo pour le faire rire et ça a marché. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Jake Roberts contre Vader, un petit match de 4 minutes, la deuxième demi-finale. Ouais. Avant ça, on voit comme d'hab les extraits des matchs, qui a battu qui, etc. Et moi, il y avait des matchs de tournoi à Superstar, mais évidemment, il n'y avait pas ceux de Raw. Et quand je voyais des extraits de matchs de Raw, etc., je me suis dit, putain, mais je vendrais un rein pour voir des matchs de Raw, quoi. Ce monde inatteignable. Oui. Oui, c'est ça. Et maintenant, on regarde même plus. Le temps, c'est vrai qu'au change, bien changé. On a quand même salement gagné. Enfin, pour moi, c'était un monde qui s'effondre. Mais quand Nitro est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont échangé Superstar contre Nitro, quoi. C'est vrai. Mais c'était pas du tout perçu comme ça. Enfin, moi, je le percevais pas comme ça à l'époque. Ah oui, moi, à l'époque, clairement, la WCW, j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas la division 2, quand même. Ah, moi, je l'ai... Ouais, je l'ai... Oui, très longtemps. Au moins 1 an, je dirais, peut-être. Ah oui, voilà, c'était ce type de temporalité-là. Donc, cette DQ... Vader. Ouais, elle est... donc, il gagne par DQ, parce qu'au moment où il se prend la tête pour se manger un DDT, Vader tire l'arbitre. Sauf qu'il tire l'arbitre du côté opposé du champ de caméra quand on le voit. Et donc, c'est... Dans la salle, ça peut être clair, mais à la télé, bon, c'est pas... Oui, c'est un petit peu fouillis, quoi, on va dire. Oui, et c'est surtout... Moi, j'ai pas aimé du tout ce finish. J'ai trouvé que c'était vraiment de la merde, la façon dont c'était amené. Qu'est-ce que tu aurais proposé, alors? Je sais pas, justement, après, c'est compliqué parce que pour éliminer... J'aurais proposé de pas booker Jake contre Vader, déjà, pour commencer. Voilà. Mais moi, j'ai pas aimé un petit détail, c'est que, alors tu vas me dire, ça peut arriver, etc. Mais Vader part en courant en voyant le serpent quand Jake arrive, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas super pour la crédibilité du monstre, tu vois. Alors après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Yokozuna avait aussi peur des cercueils, etc. Des chauves-souris. mais c'est vrai que là, Vader, il est pas là depuis très, très, très longtemps. Et de le voir partir en courant, genre en se mettant derrière Cornette, genre oh putain, il y a un serpent, je suis pas sûr que ça fasse grandir son personnage là. Et c'était peut-être un petit peu. On pouvait éviter ça. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, les phobies. Oui, c'est ça. Les phobies, ça touche les petits gars comme les monstres de la nature. Regarde, moi, tu vois, je suis extrêmement vaillant et tu me mets un cochon et je pars aussi en courant. Donc ça ne veut rien dire. C'est vrai. Et donc, c'est là-dessus que se termine le match. Et là, il y a les premiers mecs, des gars du premier rang, c'est la première fois qu'ils se lèvent et ils arborent fièrement un t-shirt King of the Ring avec la gueule du Warrior en gros dessus. Ah, les t-shirts blancs, là? Ouais. Oui, il y en a plein qui l'ont. Pour le fun, j'aimerais bien peut-être en retrouver, quoi, s'il y en a sur eBay ou des choses comme ça. Ils sont bariolés, hein. Il y a beaucoup d'informations. Ça sollicite ton cerveau. Hein. Oui, c'est trop d'infos, comme dirait Christina Cordula. Elle dit ça? Oui, comment dirais-je? J'aime vraiment beaucoup les choix de tes programmes télévisés français, quand même. Je pense que moi, tu fais un sans faute. Non, mais je bosse pendant que... Je bosse souvent pendant que Ohana regarde, donc j'entends des trucs, etc. Mais j'apprends pas mal de choses. Mais c'est vrai que oui, hier, il y avait une nana tatouée qui a mis une robe avec beaucoup de motifs, plus pas mal d'accessoires, genre grande boucle d'oreille. Et elle a dit non, c'est trop, quoi. Déjà que si tu as tes tatouages, il faut que tu arbores des vêtements extrêmement sobres pour que ça surcharge pas et que ça mette en valeur tes tatouages, etc. Plus encore des accessoires. Là. Donc voilà, c'était trop d'informations, ma chérie. Voilà. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est à quel point elle a réussi à se légitimer comme étant la seule voix qui compte sur les questions de fashion faux pas ou pas, tu vois.
Tout à fait. Et pourtant, elle dit quand même, pas toujours, mais elle dit de temps en temps des conneries. Mais oui, de toute façon, il n'y a pas de règles dans la mode. Il n'y a pas de règle, mais pourtant... Alors, j'ai des cassettes, j'ai des magazines, et après ça tombe tout de suite en Return of the Ring. King of the Ring Game Boy, tu savais qu'il y avait eu ce jeu? Non, wow. Ça me dit rien. King of the Ring? Ouais. Ah, mais c'était plus tôt, non? Blague Mickey va me faire là. C'était au début, non? C'était la première année, 93, 94. Je sais pas, attends, j'agrandis la photo pour voir qui c'est qu'il y a sur le. Ça oui, je pense. Oui, parce qu'il y a. Attends, je peux agrandir mon écran? Ouais. Il y a Bret Hart. Bigelow? Non, c'est Bret Hart, Yokozuna et Luger. Donc ouais, c'est 93. Mais je savais pas qu'il avait existé. Voilà. Ça me dit quelque chose un peu quand même, ce jeu. Ensuite, le match par équipe qui aura révélé Madame Michu. 10 minutes entre... halte à la fin du match qui va impacter sur le reste du show, c'est l'attaque de Vader. Ah bah oui, bien sûr. Quand même. Oui. Dis-moi. Bah c'est tout. Oui, attaque de Vader qui insiste sur les côtes de Jake et ensuite Vader bombe pour lui éclater les côtes définitivement. Donc il est escorté au vestiaire, etc. Ça se goupille mal pour la suite, pour le serpent. Oui, mais moi j'y crois. J'y crois dur comme f. Donc, le match des Godwins contre les Smoking Guns, 10 minutes pour les championnats par équipe, featuring l'appel du CUNY. Putain. Ouais, bah ouais. C'est dommage que de si belles femmes soient de manière notoire de si grands sacs à foutre, quoi. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Oui, écoute. Il faut vraiment faire abstraction de ça pour rester amoureux de Sony, quand même. Mais c'est tellement dommage. Il y a des zooms de caméra sur lesquels ils se font quand même plutôt plaisir, là, notamment dans le début du match. Là, quand elle est sur l'apron, tu as le caméra qui filme en contre-plongée, là, qui fait des plans assez intéressants. Putain, mais oui, elle est... On parlera même pas de la promo de Billy Gunn, là, parce que j'ai pas envie. Mais bon, là, tu vois quand même que c'est une mauvaise personne sur son visage. Moi, je vois simplement de l'espièglerie. Je vois pas plus. Moi, je vois un 69 direct. Par contre, je vois que Billy Gunn a l'air perturbé et, à la hauteur de sa promo qui va arriver. Et Bart Gunn, on dirait qu'il se dit... Qu'est-ce qu'il pourrait se dire, là? Bart Gunn, je me suis demandé tout le match. J'étais en mode Ian Colby en me disant, putain, il ressemble vraiment à quelqu'un, mais j'arrive pas à situer. Aide-moi. Il ressemble à... bonne question. Mettez-nous en commentaire, les amis, si ça vous inspire un petit peu quelque chose, là. Mais je trouve que c'est très frappant. Il y a une vraie grosse ressemblance, mais j'arrive pas à trouver avec qui. Ah bah, c'est tellement frappant, ouais, qu'apparemment. Hein. Ben, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as sur le bout de la langue, comme dirait toi avec Sony. Putain, j'allais dire comme... Ouais. Allez. Ensuite... Comme dirait Wanda Icardi. Wanda Icardi. Ah, c'est la meuf que j'ai tweetée hier? Oui. Ok. Est-ce que tu as capté que les Godwin étaient en bas à droite de l'écran au lieu en haut à gauche? Ils se sont gourés de nouveau. Ah, mais c'est pas la première fois, du coup, oui. Ouais, on en a déjà parlé. Ah, mais tu sais, ils ont du mal avec les règles. Sais, dans l'Arkansas, on sait à peine lire, hein, alors faut pas en attendre beaucoup plus. Bah, c'est ça, regarde. Kamala ne comprenait pas les règles du catch. Pourquoi les Godwins... En 2020, on n'a plus le droit de dire ça maintenant. Ah, mais là, tu te moques de moi, mais il faut contextualiser l'œuvre. C'est comme Autant n'emporte le vent. Ah bah voilà, très bien. Oui, non, c'était ça la référence? Ah bah non, tout de manière générale, quoi. Les blagues n'ont plus le droit d'exister, en fait. Ouais, certaines blagues, ouais. Bah quasiment toutes, en fait. Le champ des blagues est assez vaste, je pense. Oui, non, mais je veux dire, rigoler de quelqu'un, on n'a plus le droit. Voilà. Parce que soit il appartient à soit une minorité visible, soit le mec... c'est toujours les minorités. Il y aura toujours un truc à revendiquer qui dit « Ah, tu m'as blessé ». Bah oui, justement, c'est toujours les minorités dont on rigole.
Pas forcément. Ça peut être la dégaine, ça peut être un accent, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est sûr que ça n'est pas insipide et transparent, sinon ça n'appellerait pas à rebondir sur le truc. C'est comme Steiner, tu vois. Steiner? Bah voilà. Le Frankensteiner. Le Hammerstein. Qu'as-tu pensé de ce match? Qu'ai-je pensé de ce match? Pas grand-chose, que c'était un petit peu longué par rapport à... Attention, on est en 2020, on n'a pas le droit de dire longué. Hein. Qu'est-ce qui m'énerve, cet homme? Comme dirait Rocco Siffredi. Le priapisme. Ah, il est pris à peur? Ça se dit comme ça, priapeur? Non, je sais pas. Il est priapismien. Oui, il a le priapisme, Rocco Siffredi. Ah, pour du vrai? Ouais. Ah, je savais pas. Bah, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Bah écoute, il a réussi à transformer ça, voilà. Hein, tu lui as donné de la limonade, il en a fait des citrons, hein, comme on dit. Hein. C'était qui était pris à peur aussi? C'était Napoléon, non? Ou Bonaparte? Ah, alors là, tu vois, pour moi, il n'y a qu'un seul prix à peur, on va considérer ça comme un terme, il n'y a qu'un seul prix à peur dans l'histoire, c'est Rocco Siffredi. Ah bah, je l'apprends aujourd'hui, moi. Je ne sais pas qui est pris à peur. Tac. Napoléon III. Ah. Apparemment. Voilà. Oui, Napoléon III, voilà, c'est confirmé. Et tu sais ce qui est très intéressant, c'est qu'en indonésien, alors il faut que je regarde en malais, parce que c'est un peu la même origine linguistique, mais homme, ça se dit pria. Ah, donc du coup là, ça serait une masculinité constante, tu vois. Je pense que l'étymologie du pria, ça a défini Mathusalem, la sexualité de l'homme, quoi, je pense. Okay. Enfin, sinon, ce serait une sacrée coïncidence, j'ai envie de dire. Je pense que c'en est pas une, du coup, mais c'est très intéressant à savoir. Et voilà. Oui, en parlant d'hommes, Claudie. Alors, c'est vrai que quand on avait regardé les Raw là, avec l'appel au manager, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en voyant Claudie, je me suis dit, mais c'est bien sûr! J'avais complètement zappé cette storyline. Pareil. Parce que je me disais, c'est cool, je vais être étonné par qui va être le manager au final, et je savais plus du tout que c'était Claudie, et je m'en portais extrêmement bien hein, de plus savoir ça. Donc Claudie, c'est un catcheur. Oui, c'est un ami de candidat, un truc comme ça. Ouais. C'est Santina, voilà. 20 ans avant. Et alors l'humour quoi, voilà. Et donc il a évidemment la perruque blonde, il fait que jouer avec ses petits cheveux. Il fait des blagues dans je remplis pas mal ma brassière, etc. Je remplis plus ma brassière que Sonny, si tu vois ce que je veux dire, il a dit. Ouais, voilà, il fait des petits bisous, il drague Vince, machin. Enfin, c'est terrible. Ah, moi j'aime bien. Terrible. Ressemblance, toi t'aimes bien toi? Non. Ah, ressemblance, pareil pour les abonnés, Henry Godwin, Danny McBride, complètement. Alors, il faut que j'aille sur Google évidemment. Attends, le mec qui me facilite pas la tâche. Danny McBride. Ah, acteur déjà, ok, donc c'est bon. On sait pourquoi je connais pas. Il y a un côté. Voilà, Danny McBride, sur certaines photos. Acteur. Ouais. Eastbound and Down, allez regarder cette série. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Donc, ce match, il sert pas à grand-chose, en fait. Non, franchement, surtout que les Smoking Guns dominent quasiment tout le match sur Henry Godwin. Phineas rentre quasiment pas. Il rentre juste pour un hot tag qui doit durer 12 secondes avant de se prendre un coup de botte qui met fin au match. Billy Gunn porte le Famouser. Je suis pas sûr qu'il l'avait déjà porté avant. Je ne sais pas, mais effectivement, en tout cas, ça m'a peut-être pas, parce que sinon ça m'aurait marqué avant, pas pendant ce match. Oui. Et donc coup de botte sorti nulle part en plein hot tag de Phineas qui était quasiment pas rentré dans le match, voire pas rentré dans le match, à vérifier. Bizarre comme schéma là. Et on s'en branle et surtout ça tourne en rond, vraiment comme dit Body Donna, Smoking Guns, Godwin, on a l'impression qu'il y a que eux depuis qu'on a commencé à faire le catch quoi. Il y a que eux. Ouais, c'est ça. Il y a 4 équipes. Attends, c'est quoi la troisième? Smoking Guns, Godwins, Body Donnas et Techno Team 2000.
Ouais, ouais, mais c'est qui la quatrième qui les affronte au SummerSlam 96? Attends, je regarde. Tu sais, il y a un match incroyable au SummerSlam avec 4 équipes. Ah oui, les nouveaux Rockers. Putain. Ah bah oui, putain. J'aurais mieux oui. fait de pas regarder, tiens. Yves Cassidy, c'est vrai, les nouveaux Rockers. Ouais. Ouais, non, c'est bizarre là, l'état. Et comme tu dis, quand tu disais avant, oui, bientôt il y a les Headbangers, tu dis bon, ben putain, si c'est les Headbangers, les sauveurs, ça montre bien le niveau quand même. Ouais, Même si ouais, je les aimais bien, hein, mais dans le ring, ça. Il n'y avait pas de quoi vermifuger un abribus, comme on dit chez nous. Oh putain, refais-la celle-là. Elle est pas de toi, je pense qu'elle est de qui ça? Bah non. Vermifuger un abribus? Ouais. C'est de qui? Kev Adams. De Kev Adams, c'est vrai que je le cite souvent. Non, c'est dans la Tour Montparnasse infernale. Ah ouais? Ok, pas de souvenir. C'est Marina Foïs. Ah, on dit pas Marina Foy? Non. Non, parce que je crois qu'il y a des trémas sur le i. Oui, mais ont-ils une incidence sur la prononciation? Obligatoirement, systématiquement. Bah ouais, non. C'est comme... putain, alors, un truc qui m'a insupporté, mais je m'en tape parce que, voilà. Mais c'est... insupporté, mais je m'en tape. Non, mais disons que ça n'avait pas de présence quotidienne dans ma vie. Ouais. Donc, voilà. Mais à chaque fois que quelqu'un en parlait, ce qui était relativement rare parce que ça se limitait à des fois quand je télécharge un podcast de l'Observer ou PW Insider ou des conneries comme ça, c'est au show Madison Square Garden de Ring of Honor / New Japan l'année dernière, il y avait eu les débuts ou un truc comme ça de Madison Rayne. C'est ça le nouveau nom de Tyler Madison? Non. Non, Madison Rayne, c'est une autre personne. Bon, comment elle s'appelle? J'oublie toujours. Bah, c'était Velvet Sky, non? Velvet Sky, voilà. Donc, elles sont arrivées. Et puis après, il y avait... Attends, j'essaie de trouver... Angelina Love. Oui, ils ont remixé les Beautiful People à la Ring of Honor. Ça s'appelle comment? Velvet Sky. Bah, The Allure. Et voilà. Sur le... Oui, mais ils disent tous, ces enculés, Allure, alors que ils avaient quand même... que la Ring of Honor a quand même eu la présence d'esprit de mettre un umlaut sur le U, sur leur titantron, etc., pour que les gens captent, car le umlaut est quand même un peu connu aux États-Unis, pour savoir que ça transforme le OU en U. Et pourtant, tous les gars, enfin bon, tu me diras, c'est des Américains, donc ils sont incapables de prononcer quoi que ce soit autrement qu'en américain, mais à chaque fois c'était allure, alors que justement, je m'étais fait la remarque en disant « Ah, c'est cool, ils ont mis les umlauts pour qu'on se gourre pas ». Et évidemment, ça n'a pas empêché... Ça n'a pas empêché les gens de se gourer. Voilà. Et ça m'a énervé au plus haut point, quoi, parce que je l'ai entendu genre. Mais t'en avais rien à battre. Oui, je m'en bats les couilles, mais à chaque fois que je l'entendais, je veux dire, mais c'est écrit partout. Enfin, bref, voilà. Et puis c'est aussi ma haine de l'américain et de sa bêtise profonde qui fait surface de plus en plus, quoi. Oui, bah oui, les concepts de généralisation, c'est bien, ça fait surface aussi. Non, mais bon, pour l'Amérique, on est quand même, on est. Ah, moi j'aime bien l'Amérique que je vois en ce moment. Ah oui. Oui, mais ça n'a. Moi, je te parle de QI et de compréhension des choses. On est le combien? Le 12, 13? Aujourd'hui, nous sommes le 13. Oui, la NBA, il y a des joueurs de NBA qui disent qu'ils veulent pas reprendre pour ne pas impacter négativement le mouvement social. Parce qu'ils disaient un peu avec l'idée du pain et des jeux, tu vois, si la NBA reprend, peut-être que les gens vont avoir du divertissement et peut-être ne plus sortir manifester, etc., etc. Donc du coup, ils ont émis l'idée que peut-être ils n'aimeraient ne pas jouer pour laisser la place entière au mouvement social aux États-Unis. Je trouve ça intéressant. D'accord, très bien. Bah, de toute façon, oui. Oui. Ils vont rejouer que dans un an. Ah non, mais la NBA reprend le 30 juillet. Oui, mais s'ils ne jouent pas, ça change pas grand-chose, quoi. Bah, la NBA reprend le 30 juillet à Disney World. Est-ce que tu connais... Ah bon, pourquoi faire? Parce qu'ils ont créé une bulle sanitaire dans un ensemble d'hôtels, etc., etc. Les matchs auront lieu tous au même endroit. Et je crois qu'ils ont le droit à 3 personnes de leur entourage avec. Et on ne sort pas de la bulle pendant toute la compétition.
Ah oui, donc les mecs, pendant 1 an, ils vont être... Non, là c'est la fin de la saison actuelle. Ah d'accord. Donc, mais quand même, c'est du 30 juin jusqu'à... Je pense que ça dure au moins 3 mois, quoi, l'histoire. Est-ce que tu sais proportionnellement 30 juillet, pardon. Que représentent les spectateurs et les ventes de merchandising, etc., dans la rentabilité de la NBA? Non, là je ne sais pas. Après, non. Moi, je m'intéresse à l'aspect sportif de la chose. D'accord. Très bien. Alors, parlons de catch. Mais je pense que la réponse est beaucoup. Ok. Voilà. Très bien. Ensuite, parlons de catch. Oui. Jerry Lawler. Donc, je ne sais même plus qui gagne. On s'en fout d'ailleurs. Oui, c'est les Smoking Guns avec la botte, le coup de la botte. C'est ça, hein? Oui, Ouais. exact. Le coup de la botte. Après, on a promo du Cancornet avec toute la question de l'impartialité de Mr. Perfect, parce que pendant qu'on voit interviewer le Cancornet, tu vois Mr. Perfect à l'arrière qui arrive et qui range ses petites affaires. Il vient trifouiller ses sacs. Ouais. Voilà, et on dit pourquoi t'es dans le vestiaire du Cancornet? Et il dit c'est bon, rien à voir, j'ai le droit de me changer ici si ça me plaît. Exactement. Alors la question revient, est-ce qu'à l'époque de Canal+, on savait que Mr. Perfect allait être l'arbitre? Parce que je ne sais pas si ce segment, on l'a vu ou pas. Enfin, franchement, j'ai pas de souvenir de la version Canal. Oui, toi, tu disais que que pour toi, c'était une surprise quand Mr. Perfect arrivait vêtu de la tenue. Oui, pourtant, il est annoncé évidemment à Raw, il y a ce segment, et un petit peu plus tard, il y aura aussi une interview, carrément, il fait l'interview en disant « Ouais, je suis arbitre ce soir ». Mais alors, soit c'est une lacune et un manque de mémoire, mais vu que nos pay-per-view à l'époque duraient 2h30 et que celui-ci avait duré 2h49 ou un truc comme ça, forcément il y avait 20 minutes à dégager. D'ailleurs, quelles étaient les 20 minutes qui nous avaient virés? Est-ce que tu sais? Je t'ai dit, moi je me souviens pas d'avoir vu ce show. C'est pour ça que d'ailleurs je me souviens pas si j'avais vu Mr. Perfect ou pas avant. J'ai un blackout concernant ce show. Oui, très intéressant, parce que du coup je vois pas où est-ce qu'ils ont pu rogner 20 minutes. Je sais pas. Je sais pas si peut-être rien que le package d'entrée, etc. fait déjà d'intro fait pas mal de. Je sais pas. Je crois que si t'enlèves tout ce qui est pas catch, tu peux largement supprimer une demi-heure du show, je pense. Il y avait un de nos abonnés, je crois que c'est Steady, qui m'avait envoyé des liens de téléchargement. Il faudra que je reprenne le disque dur, parce que je crois qu'il y avait le King of the Ring 96 dedans. Donc je vois un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. Faut que j'y pense, et puis je vous tiendrai au courant, parce que c'est le genre de truc qui me tarabuste, quoi. Je peux comprendre. Interview de Jerry Lawler. C'est qui arrive sur le ring en fait, qui fait il vient sur le ring pour son match, effectivement. Donc il vient avec le micro. Il le fera aussi à SummerSlam. Voilà. Mais voilà. Tu as pris des notes sur cette magnifique interview? Ah oui, j'ai pris que ça quasiment. Vas-y. Alors on t'écoute. Non, mais oui, il se balade près du trône. Alors déjà, il pique. Donc il y a un setup à côté de l'entrée avec des escaliers qui mènent à un trône, etc., la couronne, blablabla. Et donc voilà, il pique un sceptre ni vu ni connu qui aura une influence sur le match. Au-dessus du setup là, donc imagine juste à peu près derrière Austin sur la photo que tu viens de mettre, il y a un sign RF vidéo. Oui. Attends. Alors c'est plutôt à droite là, genre ici là. Oui, voilà. Là où il y a le mec avec le t-shirt blanc. Ouais, c'est ça. RF vidéo. C'était incroyable, avec le numéro de téléphone et visible très longtemps, et les mecs de la réalisation, ils se sont pas dit « Oh putain, faut qu'on change d'angle de caméra ». Ouais, peut-être qu'ils connaissaient pas à cette époque-là, j'en sais rien. Mais oui, ça m'a fait sourire. On leur a donné beaucoup d'argent à RF vidéo. Oui, et là on est en 96, donc c'était pas encore le boom de la ECW ou de l'indie au début des années 2000, quoi. Donc les mecs étaient déjà dans la sepla, quoi. Dans la sepla. Effectivement. Et donc, il fait une petite promo. Justement, tu as parlé des Brewers avant. Il fait une promo heel typique où il allume l'équipe locale, donc les Brewers de Milwaukee. Tu peux nous remettre ta petite photo avec ton petit pantalon jaune? Là, j'ai pas bien vu avant. Je l'ai supprimé. Ouais, attends, j'essaye de la remettre dans le back-office, là, et puis on va voir si... Et donc ensuite, il se met un petit peu en mode Dudley Boys ECW, là. C'est-à-dire qu'il prend un par un des gens dans la foule.
et il les vanne, quoi. Et il fait ça pendant de longues minutes, hein. Ça dure assez longtemps quand même son entrée. Tout le segment doit durer 5 minutes, je pense, à peu près. Sympa de te voir ailleurs que dans la rue. Oui. Ouais, non, franchement, il y a un mec qui est avec sa femme, il dit alors, t'es avec elle parce que les strip clubs sont fermés ce soir? Et franchement, c'est vraiment drôle. Et il y en a un, attends, j'ai noté. Ah bon, pourtant il se moque. Bah oui, justement. Et oui, et à un moment donné, il y a 2 nanas. Ah, mais alors attends, c'est à cause de femmes comme vous. C'est à cause de femmes comme vous que les gens se tournent vers des gens comme Goldust. Ouais, non, franchement. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il s'en prend vraiment aux enfants et tout, et c'est assez brutal. Et ouais, il faut regarder ce passage parce que c'est un ovni à la WWE de l'époque, en fait. Un moment aussi violent en termes de langage, et puis même ça s'attaque aux enfants, qui est quand même le cœur de la cible à ce moment-là. C'est un peu le Pierre Berger de la blague. Je sais pas qui est Pierre Berger. Pierre Berger, c'était un couturier, un truc comme ça, mais surtout pédophile. Moi, j'aurais pu dire comment il s'appelle, Danny le Rouge. Je sais pas qui est non plus. Mais si, Danny le Rouge, bien sûr que si. De quoi parle-t-on? Ah, tu parles de Cohn-Bendit encore? Oui. Ah oui, d'accord. Je cherchais une référence mondaine pédophile. Homme d'affaires et mécène français, notamment actif dans le secteur de la haute couture. Voilà. Bah, tu peux dire... Ah non, Darmanin en ce moment, c'est quoi? C'est viol, c'est pas pédophilie. Qui ça? Darmanin. Darmanin, je sais pas qui c'est. Gérard Darmanin? Alors, homme politique. Ministre de l'Action et des Comptes Publics. D'accord, ok. Bah, comme je suis pas trop concerné. Il est accusé de viol, je crois. Et du coup, on le défend en disant bah, c'est un excellent ministre du budget. C'est tout à fait lié. Chris Benoit a tué sa femme. Mais enfin bon, arrêtons, c'est quand même un très grand catcheur. Voilà, c'est ça. Oh, formidable. Il faut séparer l'homme de la raclure. Bref, ouais, donc le highlight du match, c'est vraiment l'entrée de Jerry Lawler. La hit, elle est énorme. C'est un festival, le truc. Franchement, il vanne tout le monde. Et après, il dit que quand il en aura fini avec l'Ultimate Warrior, il ressemblera à un Picasso. Thématique tableau, storyline, tout ça, c'est quand même très malin, tout ça. D'ailleurs, ouais, le seul truc que moi je trouve pas drôle, c'est qu'il lâche pas l'affaire sur le vernacular artistique avec frame. À un moment, il l'étrangle, il fait "This is how you hang a wrestler". Voilà, etc. Donc, moi j'aime bien. Il y a de la suite dans les idées. Ouais. Ils ont de la suite dans les idées. C'est une thématique, c'est une rivalité basée sur l'art. C'est rare. Oui, et d'ailleurs, quand il l'étrangle, ce Sakam, il l'étrangle avec du scotch, quoi. Ah. Me parle plus de scotch. Du scotch maintenant, même chez moi, quand j'ai besoin de faire un truc avec du scotch, je mets de la pâte à fixe. Je peux plus voir de scotch à cause de Jim Duggan. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire que à SummerSlam, il va aussi étrangler un autre mec avec du scotch. Hein. Oh putain. Spoiler. On verra. Ce qui est cool dans ce match, c'est quand même que c'est de la merde et qu'ils le savent, donc ça dure 3 minutes. Ouais. Et enfin, comment il s'appelle? Le Warrior gagne clean. Oui. Après, il se fait donc attaquer. Oui, il se fait attaquer par le sceptre. Il se fait attaquer par le sceptre avant le match. Donc, tu as environ 2 minutes 30 de Jerry Lawler qui domine le Warrior en capitalisant sur cette attaque avant le combat. On sait c'est qui domine. C'est qui domine, comme dans Casino. Non, c'est comme au Casino, comme dans Casino. Jackpot 2000. Ouais. Ouais, il se prend un pile driver qui nocelle complètement. Et donc là, il Hulk up et il nocelle le pile driver. 3 clotheslines, un coup de bélier, victoire. Les gens sont heureux. Des feux d'artifice de partout. Vince hurle comme c'est pas permis. L'Ultimate Warrior. Et voilà, et franchement, c'était. Et voilà, c'est fini pour le Warrior. Ciao, c'est le dernier match de pay-per-view. Ouais, bah oui, on verra que ce qui va se passer sur la fin du show, mais c'est vrai que c'est son dernier match de pay-per-view. Mais je trouve que là, pour booker Lawler Warrior, tu pouvais pas faire mieux que ça en gros, parce que Lawler est hyper divertissant sur son entrée, et ensuite le match dure 2 minutes, ça passe largement. Oui,
Très Et bien. les gens sont chauds bouillants, hein, les gens sont chauds bouillants. Le Oui, Warrior, oui, même si c'est de la merde, les gens sont chauds bouillants pour lui, quoi. tout à fait. Donc voilà. Ensuite, il y a un espèce de petit débrief à la table des commentateurs avec Vince qui demande à Owen son avis sur le catch en général. Et à ce moment-là, il y a un mec derrière, je sais pas si tu as vu, qui sort un sign avec marqué Ahmed needs more CPR. Donc Ahmed a besoin de plus de bouche à bouche. Il y aura du bouche à bouche encore un peu, hein. Ah bah oui, un bouche à bouche clé, j'ai envie de dire. Un bouche à bouche qui aura fait basculer le combat. Undertaker, Mankind. Alors attends, on a aussi le tout petit passage de Gorilla Monsoon qui vient au micro du doc oui, avec pour les côtes expliquer que voilà. Oui, donc on voit que Jake le Snake se fait taper les côtes, etc., qu'il est mal en point, mais qui va quand même se défendre. Et Gorilla Monsoon dit que s'il faut arrêter le combat, il arrêtera le combat. Il mettra pour son protéger cœur de la côté. santé du PP. Oui, il mettra ses sentiments de côté et voilà, il agira avec la raison. Et là, franchement, tu te dis putain merde. Ça sent mauvais cette histoire déjà. Ouais, mais il faut y croire. Il faut y croire. il faut y croire. Allez. Mankind, Undertaker. Le clip de Feud, j'ai pas capté. C'était une espèce de musique très inhabituelle pour la WWE, genre Pierre et le Loup, quoi. C'était pas du tout leur musique habituelle. Ça m'a sauté aux oreilles, j'ai envie de dire. Bah, ils font des petits essais parce que on avait cette discussion sur le pay-per-view précédent où il y avait un clip d'intro qui était très soul, funk, etc., etc. Ils font des petits essais pour. Après, ouais, je sais pas. Il y a des choses à tenter. Mankind Undertaker était beaucoup mieux que dans mes souvenirs. Ah ouais. Ah oui. Moi, j'ai adoré ce match. Moi, j'avoue pas que je l'avais adoré. J'avais pas de souvenir en commençant le match, vraiment. Bah pour moi, enfin, j'avais pas de souvenir de ce match-là, mais dans ma tête, les bons matchs Mankind Undertaker, c'était pas dès le début. Moi, par contre, je me souviens, dans ma tête, j'avais pas du tout aimé le match du Survivor Series. Donc, on verra bien ce que ça donne. Qu'as-tu pensé de ce match alors, du coup? Eh ben, c'est vrai que on a rarement vu l'Undertaker aussi vif. Parce qu'au début, il arrive par surprise, il saute de la troisième corde, il se déchaîne dans tous les sens. Oui. Et dans ce match, alors, tu vois la mère d'œuf habillée en pomme? Oui. Eh bien, à sa droite, donc à notre gauche, quand on regarde, là, tout d'un coup, il y a une nana qui se lève et qui va être debout pendant vachement longtemps dans le match. Physiquement, elle ressemble plus à Goldust qu'à Sonny, à peu près, quoi, pour te donner le gabarit. Habillée d'une grande robe blanche. Oui. Et voilà, on l'a pas vu, mais dans ce match, la meuf, elle est là, quoi. Elle est investie d'une mission, mais on sait pas trop ce que c'est. Oui, je vois maintenant qui c'est, effectivement. J'ai bien aimé, moi, toute la story, là, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'il y a cette rivalité, à peu près. Ouais. Mankind a pris le dessus sur tous les segments qui ont mené à ce match. Undertaker n'a jamais dominé Mankind. Et donc là, tu vois que justement, dès le départ, en fait, Paul Bearer arrive, il n'est pas avec l'Undertaker. Donc tu te demandes où est l'Undertaker. Il est perché sur la troisième corde pour sauter immédiatement sur Mankind et pour prendre un avantage qu'il n'arrive pas à obtenir, en fait. Et comme tu dis, là, il est hyper agressif, il est presque vicieux dans sa manière de catcher. Il est beaucoup plus, il se déplace de manière beaucoup plus rapide, etc., etc. Et ce qui est cool dans la story de ce match, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que Mankind reprend toujours l'avantage malgré toutes les ruses de l'Undertaker qui à un moment donné prend une chaise dans le dos de l'arbitre pour frapper Mankind et tout. Tu vois qu'il est, il est de plus en plus désespéré, il se dit putain, ce mec-là, j'arrive pas à prendre le dessus en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Et tu le vois que c'est vachement bien travaillé au fil du match. Mankind est un monstre. Bah oui, mais justement, c'est super là pour le premier match de la rivalité. Je trouve qu'il le met over à mort, quoi. Ouais. Après, Mankind est formidable pendant tout le match. Hein. Il y a aussi lui qui joue là-dessus. Hein, mais c'est. Oui, et puis le match est quand même. Le match est très long. Il dure 18 minutes et c'est la première fois quand même qu'on a de la violence. Hein. Oui. Bah oui, justement, oui, c'est ça. Presque dans l'histoire de la WWE, de manière répétée sur le même mec, etc. Ouais. Bah oui, c'est la frustration de l'Undertaker qui
qui est vachement mis en avant et ça, c'est super. Mm. Oui, parce que quand tu dis violence, il y a des trucs, il y a le cactus elbow là, sur une chaise à l'extérieur, backdrop à l'extérieur sur le béton. Putain, ça Il y a c'est un coup de horrible. chaise, Et sur les pieds de la chaise. oui, 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 oui. Et puis, t'as le running knee dans les escaliers là, qui est d'une brutalité folle. Coup Ça, à de l'époque, chaise de l'Undertaker. il m'avait vachement plus marqué que coup de chaise ou backdrop à l'extérieur du ring. C'était le coup de genou Oui. dans l'escalier, quoi. Ah oui, vraiment. Et puis là, le coup de chaise, il lui met plein crâne, quoi. Là, il n'y a pas de restriction. Il lui met pleine gueule. Le bruit est vraiment dégueulasse, quoi. Mm. Ah non, c'est dans ce match que j'ai capté la merde d'œuf. Je suis devant mes notes. Ah, tu l'avais pas remarqué avant? Non. Moi, je l'avais vu dès le début. Ouais. Bon, franchement, c'est super. La fin, c'est toujours des micmacs, Paul Bearer avec l'urne, etc., etc. Parle-nous un peu de la fin, là, tiens. Ah, eh bien, à la fin, Paul Bearer veut frapper Mankind avec son urne. Derrière Mankind, il y a l'Undertaker. Mankind esquive et Paul Bearer frappe l'Undertaker. Suite à ça, coup de la bavure. Fin du match. Est-ce que c'était voulu ou pas? De quoi? Que Paul Bearer frappe l'Undertaker? Oui. À ce moment-là? Est-ce que c'était déjà un soupçon préparé par Mankind et Paul Bearer? Bah là, je pense que si tu... Je vois où tu veux en venir, n'est-ce pas? Mais là, sur ce match-là, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute qui peut s'immiscer par rapport à une éventuelle trahison, tu vois. On n'en est pas encore là. Si? Pour de vrai, tu disais ça? Bah, je sais pas, moi. Je suis sûr de rien, tu sais. Quoi? Je suis sûr de rien. Ah, Ce monde est imprévisible. Ah, mais encore plus la WWF. La certitude est le pire ennemi dans la vie. Car ça empêche d'avancer et de réfléchir. Oui. Voilà, voilà. Oui. Mais oui, non, très, très, très bon match. Et, mais plus et évidemment, c'est pas fini, quoi. Oui, oui, bah oui, évidemment que c'est pas fini, mais plus que ça, moi je trouve que c'était mieux, par exemple, que l'opener, tu vois, qui était déjà très bon. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose, mais ouais, je pense que j'ai préféré s'il fallait comparer. Et j'ai trouvé qu'en termes d'avancée de la story, c'est hyper, hyper efficace parce qu'Undertaker est complètement mort à la suite du Mandible Claw. Tu le vois qu'il rampe en se relevant, etc., qu'il a vraiment du mal à se relever. C'est une immense victoire pour Mankind, qui est quand même si on sait que ça deviendra Mankind et tout, à ce moment-là, c'est un petit nouveau. Oui, mais triche quand même. Triche quand même, mais ruse. La manière dont il gagne, c'est triche-ruse, mais la prestation, et etc., c'est un immense match pour établir Mankind quand même. Oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi maintenant je pense à ça. Les billets pour le show coûtaient pas très cher, hein, parce que comme on le voit sur ton magnifique visuel, 8700 personnes et quelques pour 140 000 $. Quoi. Donc on est le prix moyen du ticket. Bonne nuit, mon cher Dimitri, est en dessous des 20 €. Quoi. Moi, dès que tu me parles de mathématiques, je m'endors. Mathématiques, comme disait Rocco Siffredi. Il disait ça, mathématiques? Ah non, mais c'est la blague. C'est de mathématiques. Oui, je pense bien, peut-être, mais ça devait être. Il y a forcément des noms de films porno français qui doivent s'appeler comme ça, c'est obligatoire. Oh, pas con ça. Putain, les mecs, ils sont talentueux. Google. Je te laisse là, je cherche autre chose. Il y a forcément un Dorsel qui s'appelle comme ça quelque part. Dorsel, je connais, tu vois. C'est qui Dorsel? Ah, voilà, tu vois. Voilà. Là, je connais. Voilà. Donc oui, Taker donne énormément. Et dans ce match, il avait l'air particulièrement motivé par l'idée de, comme s'il croyait vraiment en son adversaire, comme s'il se disait putain, Mankind, il y a quelque chose à faire, il faut vraiment que je le pousse pour que ça devienne un ennemi ou partenaire, un nom majeur à la WWE. Tu sens que l'Undertaker est motivé par l'idée de donner à ce petit nouveau-là. Bah, à cette époque, à cette époque, je sais pas, comment dirais-je, quels étaient les plans pour la WWE. Est-ce qu'ils avaient déjà en tête de builder Mankind comme un monstre petit à petit ou pas? Je ne sais pas. Bah là ça tend vers le oui quand même en voyant ce match-là. Je pense. Et puis même, tu voyais aussi là, par rapport à la réaction de la foule sur les segments qu'on a vus à Raw et tout, Mankind fait réagir. Ah!
Quoi? Thématique royale. Bah oui, thématique royale. D'ailleurs, sur ta thématique royale, tu n'as mis aucun des deux catcheurs du match qui arrive pour le titre intercontinental. Oui, c'est vrai. Effectivement. Effectivement. Ahmed Oui, Johnson, Goldust, 16 minutes. Ouais. 16 minutes, dont 13. 12 de trop. Ouais. Voilà. Ouais. Là, c'est le virage du show pour moi. Là. Il m'a fait chier ce match. Ouais, j'ai eu un petit peu peur, effectivement. Alors, on va leur mettre... on va leur rendre hommage avec ton visuel qui ne les représente pas. Oui. Le match commence quand même avec le topé le plus Undertaker-esque de tous les temps, quoi. Oui. Non, mais il est pas peut-être encore pire. Il saute moins loin que le Taker et moins haut. Il saute moins. Alors oui, il saute moins loin et moins haut, mais j'ai l'impression que l'impact est pire encore. Il est vraiment dégueulasse. Il faut le regarder. Ouais, c'est horrible. Pourtant, le mec, il bondit comme un cabri direct, quoi. Alors oui, que l'Undertaker, il accuse le coup, genre, oh la vache, ce que je viens de manger. C'est ça. Oui, non, Ahmed est debout une seconde après, littéralement. Ouais. Et ouais, juste avant, Ahmed Johnson arrive très énervé dans ce combat. Hein. Il court comme l'Ultimate Warrior pour venir casser la gueule à Goldust. Et là, il ground and pound Goldust avec des coups qui sont à 50 cm du visage, quoi. Juste avant de faire le dive. Est-ce que tu as capté ce que dit Lawler sur Ahmed Johnson? Parce qu'à un moment, il parle d'ascendant psychologique de Goldust sur Ahmed Johnson à cause de ce qui s'est passé à Raw, etc. Donc voilà. Et Lawler dit: un élève de CP aurait un avantage psychologique sur Ahmed Johnson. Ouais. Putain. C'est pas facile, hein. Après, quand tu vois, c'est vrai que Ahmed n'a jamais été représenté comme un foudre de guerre et bah ouais. L'ambassadeur de Bernard Pivot, on va dire, quoi. Oui, c'était pas Ezekiel Jackson. Oui, c'est ça. Alors moi, j'avais beaucoup aimé le fait qu'il y avait des paillettes de Goldust là dans le ring, un petit peu, parce que quand j'étais petit, je me disais, oh cool, c'est un petit peu le bazar, il y a des paillettes, il y a des artifices extérieurs qui gardent leur place dans l'action, qui d'habitude est méga propre, etc. Donc moi, en tant qu'enfant, je trouvais ça cool, quoi, qu'il y ait les paillettes qui soient restées. Ah bah le British Bulldog sera recouvert de paillettes dans le main event. Ouais. Comme disait merde. Dimitri. Ah bah oui, putain, je cherchais Jérémy ou Jimmy. Comment il s'appelle ce connard là? Il a un prénom de merde. Non mais je sais pas pourquoi je cherchais Jimmy ou Jérémy. Bah voilà. Comme tu disais toi en fait. C'est à cause de Dimitri Payet. Oui, Dimitri Payet, ouais. Je t'explique la joke. On m'appelle souvent comme ça. C'est vrai que tu lui ressembles un petit peu. Oui, on a exactement la même forme de visage, très arrondi. Je vois. Mais tu sais, quand je suis dans les parcs et que je renvoie des ballons à des enfants avec une précision extraordinaire, et ils m'appellent Dimitri Payet. Ah, je comprends. C'est les écouteurs, ils ont l'impression d'avoir un professionnel qui sort du bus. Ouais. La soupe au chou, comme dirait Ajus. Ouais. Oui, à un moment donné, dans les rayons d'Angers, à un moment donné, ils jettent un escalier sur Goldust qui passe à 1 cm de se le bouffer, quoi. Ouais. Ouais, c'est assez drôle. La dynamique du match, elle change à partir du moment où Marlena fait son intervention illicite, qui lance la partie domination de Goldust. Et là, franchement, on perd complètement le rythme du match. La partie domination de Goldust, l'illicite incite excite. C'est ça. Quand je t'avais dit par l'air, mais tu connaissais pas le reste de la chanson en fait. Ouais. Le monde est à moi. T'as été parfait ou imparfait, à présent je sais. Non, je fais. Je fais ou je sais? À présent, je sais. Ah, je ne sais pas. Je fais. Je crois que c'est ça. Allez, on va chercher. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire fabuleux de Lawler? Dis-moi. À un moment, il y a une espèce de slipper porté par... les pantoufles. Voilà.
par Goldust sur Ahmed Johnson. Et donc là, on nous explique que c'est pour couper la circulation du sang au cerveau. Et Jerry Lawler, il dit en même temps, quand t'as le cerveau de la taille d'un petit pois, il n'y a pas besoin de beaucoup de sang. Hein. Oh putain. Putain, Jerry. Ouais, je sais pas ce que t'as pensé de la domination de Goldust, mais elle dure vraiment trop longtemps et elle est soporifique au possible. Ouais, c'est sûr que c'est pas ça qui m'a donné envie de regarder plus de catch, quoi. Ouais. Jusqu'au bouche à bouche à nouveau, qui va provoquer une explosion chez Ahmed Johnson, mais pas celle escomptée, n'est-ce pas? Oh là là, oh là là, oh il est taquin aujourd'hui. Hein. Oh la malice, la malice. Et donc du coup là, ça fait quoi l'espèce de réveil un peu à la Ultimate Warrior de Ahmed Johnson, qui enchaîne 2 ou 3 moves, un pile driver, un spinebuster et le plongeon de la rivière perlée. Le plongeon de la rivière perlée pour une pop énorme et un changement de titre. Putain. Ouais, changement de titre, nouveau champion. Et quand il va célébrer, je sais pas si tu as vu, au premier rang, il y a Vladimir. Vladimir. C'est l'espèce de gars. Alors, vu que le mec rose et sa meuf jaune, tu pensais que le gars c'était un black. Je sais pas ce que tu penses de celui-là. Mais en tout cas, le moment de sa carrière où il est le plus visible, c'est au Survivor Series 96. C'est un mec avec des lunettes. On ne sait pas s'il est métis, black ou juste bronzé, prognate. Et il fait le check du point à Sid. Il est toujours en tank top. Il est. Attends, j'essaie de choper la photo. Et donc, c'est un fan très connu, quoi, Vladimir. Peut-être qu'en voyant la photo, mais là, ça me dit rien comme ça. Ouais. Ah bah voilà, bah oui, tu vas dire. Ah bah oui, évidemment. Alors. Oh, bah elle est très jolie celle-là, tiens. Hop là, je vais la mettre. Ah, mais en fait, il est à plein de shows parce que ça, c'est une. Et je me demande si à côté de lui, c'est pas Mike Johnson du Pro Wrestling Insider sur cette photo. Tu vas voir ça. Où est-il? Il est là, il est pas là, En attendant, on va faire un petit point sur Ahmed Johnson. Là, c'est une pop incroyable. Il est champion intercontinental. À ce moment-là, tu te dis, ce mec-là va aller au sommet du catch. Et en fait, tu te dis avec le recul que en fait, le sommet de sa carrière, c'est ce show, en fait. Exactement. Ah oui, putain. D'accord. Voilà, c'est lui. Ah, mais je crois que j'ai jamais su qu'il s'appelait Vladimir. Voilà, c'est un fan très connu, ouais. Oui, bah visuellement, oui, effectivement, oui, très connu, mais par contre, je n'avais pas de nom à poser sur son visage. Donc on parle du mec avec les lunettes en tank top, là. Oui, c'est ça, pas celui qui a un t-shirt Sunny qui a l'air formidable quand même. Oui. Sunny en infirmière, là, je pense. Et Marty Jannetty à droite. Marty Jannetty. Comment il s'appelle les nouveaux rockers. C'est Will Farrell, le boss dans Office, là, le grand avec les cheveux un peu frisés comme ça. Oui, qui fait les jongles. Le jongle, c'est-à-dire? Bah c'est ça, il fait sa démonstration de jonglage. Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, il ressemble un peu à Vladimir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais si, putain, il fait des démonstrations de jonglage, là, avec des balles, et même que Pam, elle se fout de sa gueule. Je me souviens plus. Parce qu'il fait, ouais, j'arrive à jongler d'une main, etc. Et Pam, elle se fout de sa gueule, elle fait, vas-y, sans les mains. Et elle bouge juste la tête comme ça. Mais il a joué, oui, dans quoi, un ou deux épisodes. Comme tu l'as bien dit, ouais, c'est le sommet de la carrière d'Ahmed Johnson, malheureusement. Oui, mais là, c'est dingue. J'en discutais avec Kishtou la dernière fois, justement, en me disant, putain, mais quand tu t'arrêtes, enfin, quand tu es à ce point précis, jamais de la vie, tu te dis, ce mec, on l'a oublié dans un an, quoi. Parce que là, il s'est blessé, il a regrossi, et puis voilà, c'est fini, quoi. Mais là, c'est parfait, quoi. La façon dont il est booké, la façon dont ses matchs sont traités. Bon, là, même si c'est vrai que c'est la première fois qu'il te catch un peu plus longtemps et que c'est pas forcément glorieux. Ahmed Johnson, quoi. Ouais. Tu te dis, putain, il y va tout droit, et en fait, absolument pas. La finale du Roi du Ring. Oui, alors on va le faire, attends, je veux vidéo in your house. Quoi, vidéo in your house? La vidéo le package du prochain In Your House International Incident avec le jeune homme qui est kidnappé par les extraterrestres. Oh putain, oui. Oh la vache. Non mais genre il fallait mettre des aliens pour représenter l'internationalité, quoi.
Bah, j'avais même pas vu le truc comme ça. J'avais même moi, pas je l'ai vu vu le comme truc ça, comme mais ça. bon. Mais c'est tout à fait pertinent, je pense. Mais j'avais même pas vu ça comme ça. Mais la débilité du script, quoi. Le mec se fait kidnapper par des aliens. Il est en train de se faire d'être victime d'expériences aliens sur une espèce de billard, là. Et il fait, ah, mais non, vous m'avez kidnappé. Ça veut dire que je vais rater In Your House. Et là, ils font quoi? In Your House? Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment du catch de qualité. On va Dans te reposer dans ton jardin. dans ta soucoupe. Non, mais c'est incroyable. Et puis la représentation des extraterrestres, quoi. C'est une catastrophe. Bah, on est en 1996. Hein. Bah non, putain, justement, déjà en Non 96, il y a des trucs qui sont un peu mieux faits que ça quand même. Oh, on est à la WWE. Faut pas Voilà, c'est chercher non surtout plus. ça alors du Ouais. coup. C'est surtout ça. On est dans le Mais catch. putain, le clip vidéo est incroyable. Kidnapping alien qui te repose parce que tu veux voir le catch à la maison, quoi. Et donc, on a la finale du King of the Ring qui nous fait l'entrée de Austin, qui va croiser le chemin de Brian Pillman qui vient de faire une promo. Et là, Destin c'est croisé. l'histoire un petit peu, voilà, exactement. Oh, magnifique. Alors là, on a l'impression qu'il est menaçant avec lui, mais c'est pas le cas. Hein. Oui. Pillman, parce que là, on a l'impression qu'il lui fait le Chris Benoit Undertaker, là. Ouais. Mais en fait, il veut juste lui faire un fist bump. Non, il a quand même fait le truc d'étranglement, mais c'est juste pour dire, vas-y, nique-lui sa race, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, oui, enfin, il est amical par rapport à Austin, en tout cas. Oui, il est On encourageant. n'a pas l'impression qu'il l'est, là, sur cette photo. Oui, tout à fait. Quel est ton avis sur Brian Pillman? Parce qu'on n'en a pas souvent parlé. Et c'est vrai que maintenant qu'il est à la WWE, alors malheureusement, sa carrière WWE a été, on va dire quand même assez merdique, hein, parce que il a été gravement blessé. Ensuite, je sais pas combien de temps il a mis pour catcher. Ils ont construit des angles Austin Pillman autour justement de la blessure de sa cheville. Et puis, alors, allez, il faudrait voir quand est-ce qu'il a catché pour la première fois. On va regarder ça. Vas-y. Mais je me demande si c'est pas en 97 carrément. Quoi. Ah oui. Ah, pour moi, il catch pas en 96. Hein. Ouais. Et alors, Brian Pillman, ouais. Mais c'est vrai que c'est étrange et tu pouvais questionner la pertinence de le faire débuter 6 mois avant qu'il puisse commencer dans le ring, en fait. Parce que c'est vrai que je sais pas s'il y a déjà eu cette situation-là. Tu vois, on signe un gros nom oui. qu'on ne fait pas débuter, en fait. Qui est visible, mais qui ne va jamais catcher, ou en tout cas pas dans les 6 premiers mois. C'est je pense que tout simplement, il avait signé son contrat avant qu'il se nique dans l'accident de voiture. Oui, mais à ce moment-là, tu peux très bien dire on le fera débuter quand il sera prêt, en fait. Oui, mais tu te dis, tant qu'à faire, autant mettre le mec à la télé, vu le fric qu'on a dépensé pour lui, quoi. Oui. Oui, mais c'est bizarre aussi de ne pas le voir catcher, tu vois. Oui, tout à fait. Donc là, il donne sa première entrevue avec Jim Ross. Au bout de 12 secondes d'interview, il le traite de fils de pute. Et là, si tu parles d'efficacité, pour établir le fait qu'il est fou et qu'il est heel, c'est bon. Hein. Cette promo, les deux points sont checkés. Hein. Ouais, moi, Brian Pillman ne m'a jamais touché, quoi. Ni à la ECW, ni à la WCW, ni à la WWE. Il y a quelque chose. C'est vrai que le côté loose cannon, etc. Ça ne me parle pas, quoi. Moi, j'étais choqué là presque par la violence des propos, quoi. Parce que en termes de tonalité, on n'a pas du tout l'habitude de ça à la WWE. Là, il traite Jim Ross de fils de pute, c'est ni bipé ni quoi que ce soit. Et il dit à la WWE, quoi, je vais violer les villages et je vais piller la WWE, tu vois. Un futur ministre. Exactement. Parce qu'il arrive à, il fait les deux. Cumul des mandats. Voilà. Mais non, mais c'est hyper violent. La promo, elle dure 1 minute et grossièreté extraordinaire et annonce de viol, tu vois. Oui. Donc c'est sûr que là, oui, on a compris que Pillman est taré et que personnage plutôt instable. Donc en ce sens-là, c'était réussi. Donc la finale, c'est Jake Roberts et Austin. Toi non, mais voilà. On y croit, putain. Moi, quand j'étais petit, putain, avec lui. Jusqu'au compte de 3, je me disais, franchement, il suffit d'un DDT pour que ça passe, quoi. Et je me souviens, quand j'étais
J'y croyais dur comme fer. Mais quoi. Ça, hein. Mais bah, ça, oui, hein. mais oui, mais oui. Bon, le match a duré que 4 minutes. Oui, dans le niveau de détail qui montre le génie de Jake Roberts, tu as vraiment le côté, il traîne son serpent en venant, il porte pas sur ses épaules pour bien montrer que... Non, mais franchement, c'est des petits détails à la con, mais tout le monde l'aurait pas fait, je pense. Et là, tu vois qu'il a vraiment du mal à ne serait-ce que tenir son sac à serpent. Et ça, c'est cool. Il le vend vraiment bien. Évidemment, très rapidement, Austin peut lâcher toute son agressivité et prend un malin plaisir à s'acharner. Voilà, la vigueur d'Austin sur les côtes de Jake Roberts pendant tout le match. Gorilla Monsoon arrive et tease justement l'arrêt du match. Et là, on a tout le segment un peu traditionnel de Jake Roberts qui préfère mourir plutôt que d'abandonner. Ça marche à chaque fois. Les gens sont comme toi. Les gens se disent qu'il va se passer quelque chose. On y croit, chose. Putain. Exactement. Et quand il annonce le DDT, mais alors là, j'imagine que toi, c'est pareil. Ah, mais je me dis, mais t'imagines, DDT, ça veut dire le roi du ring, quoi. Putain. Ouais, une belle démonstration de cœur et de courage. Mais malheureusement, elle sera sans succès. Bah voilà. Oui. Qui est appelé Stunner. Est-ce que c'était déjà le cas à Raw? Non. C'était une manœuvre. Première fois que Stunner est un Stunner. What a maneuver! Et donc, ensuite, voilà, King of the Ring, blablabla. Et l'histoire se fait. Quand tu dis que c'est le Doc qui est là quand même sur cette magnifique photo légendaire. L'Amérique. Avec un t-shirt ETW derrière, hein, tu vois. Alors, tac. Ah oui. Juste au-dessus de la tête d'Austin. Ouais, tout à fait. Brian FN Pillman et ECFNW. Il est où le Pillman? Non, mais il dit que c'est Brian FN Pillman. Oui, tout à fait. Moi, je voulais l'acheter dans mon enfance, mais je n'ai jamais franchi le cap d'acheter le t-shirt ECFNW. On a tous les mêmes problèmes. Parce que, voilà, après, les gens, ils pensaient que je serais raciste, quoi. Alors, voilà. Mais je l'aimais beaucoup, ce t-shirt. Bah maintenant, vu que maintenant c'est le Rassemblement National, tu peux acheter ECFNW. ECRNW. ECRNW, par contre, tu peux pas. Ah, merde. Ce serait drôle d'en faire un comme ça, du coup, tu vois. Ici, Rockin' W. Voilà. Moi, dans la promo d'Austin à la fin, je me souviens à l'époque. Oui. J'avais pas du tout été touché par le 3-16, mais j'y croyais fermement quand il disait qu'il serait champion à la première occasion. Et adossé à ça, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de couronnement avec la cape et tout le bordel. Ça faisait genre, je m'en bats les couilles d'être roi du ring. Ben, je pense que c'est pas le statut l'intéresse, mais c'est vraiment toutes les props, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles, je vais pas mettre votre couronne dans la con là. J'ai pas besoin de ça pour être le roi, tu vois. Bien sûr, mais l'enfant de 11 ans qui avait regardé ce show. Ah oui, d'accord, à l'époque, d'accord. Je partage mon état d'esprit. Voilà. Bah, Austin aurait l'air un peu con avec sa cape et son truc là. Ça aurait pas collé avec son personnage là. Ouais, Brett, Mabel, enfin, je sais pas. Bah, Brett avait l'air con, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Le cerveau gelé. Moi, c'est toujours pareil. En début d'année, quand on fait la galette des rois, etc., j'ai toujours peur de la gagner parce qu'après, il faut faire la photo avec la couronne, tu vois. Tu veux dire encore aujourd'hui? Non. Ah, si, il y a des... Si. Tu fais la galette des rois en 2020 à 35 ans? Dans quel cadre? Ah non, pas dans mon cadre privé, mais par exemple, dans un cadre professionnel, il y a toujours des soirées à la con, galette des rois, et avec... dans le cadre de mon travail, des hautes personnalités de la ville qui sont là pour les photos. Et donc, du coup, tu es obligé de faire la photo avec ta couronne à la con, quoi. Ah, et les gens font les photos quand même? Ah, c'est pas genre on est tous des adultes, on fait l'activité parce que c'est fun, mais voilà, on va pas non plus on va pas avoir l'air d'idiot du village sur la photo, quoi. Non? Tu n'es plus là? Ah, je crois que la connexion de Dimitri a bugué. Alors, je vais continuer tout seul, hein, les amis, en attendant qu'il revienne. Qu'est-ce qu'on a? On a donc oui, la promo, effectivement. Et après, c'est le main event, les amis. Le main event entre Shawn Michaels et
Le British Bulldog pour le titre de la WWE. Donc, vous avez vu lors du dernier pay-per-view, bien qu'on a eu le finish de Beware of Dog où les épaules des deux hommes étaient rivées au sol avec deux arbitres qui comptent en même temps. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a maintenant le rematch. Oh là là, alors je suis tout seul maintenant. Comment faire? On va faire comme ça. Non, on va plutôt passer ça. J'attends que Dimitri revienne dans le feed et je vais l'accueillir. Donc, ce main event, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, pour moi, c'est un des plus beaux bijoux oubliés, on va dire, de la WWE, pardon. Au début du match, il y a Jim Ross qui est au commentaire qui demande à Owen Hart s'il a été adopté. Et Owen Hart, il fait le mec offusqué, il fait quoi, t'as pas honte de demander ça? Et alors là, on se dit, bah tiens, pourquoi il s'énerve? Il dit, est-ce que ça veut dire que tu sous-entends que je suis plus intelligent et que je suis plus beau que tout le reste de ma famille? Et là, c'est Dimitri qui vient de réapparaître. Hop là, la petite magie. Donc on a commencé le main event. On est toujours en live, Dimitri, là. On est dans le main event. Oh putain. Attends, faut que je reprenne mes notes, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà Owen Hart. Oui, donc c'est un petit bijou pour moi. Alors je sais pas, j'ai pas assez en tête le Shawn Michaels and Diesel de comment ça s'appelle, Good Friends Better Enemies. Mais pour moi, c'est le meilleur match de 1996 jusqu'à présent. Voilà, je le dis. Donc là, nous sommes au... Oui, tout à fait. Franchement, alors là, incroyable. J'étais vraiment très surpris de la qualité de ce match que j'avais totalement oublié. Oui, non, il est génialissime. Il est génialissime, c'est le terme. S'il fallait lui mettre, je mettrais une note, je mettrais 4 points de suture et demi. Oui, je pense pareil, vraiment. Et ouais, non, franchement, il était quasiment sorti de ma tête de manière intégrale. J'avais totalement oublié ce truc. Ouais, le rythme est lent. Et le match dure 26 minutes quand même, le rythme est lent, mais entre les spots qui sont lents, l'explosivité et la précision et la fluidité sont vraiment génialissimes. Et avant, pour revenir à ce que je disais sur la mère d'œuf qui vient avec son fils, à un moment, il y a quand même le Bulldog qui prend Shawn Michaels en military press et qui marche en arrière et qui le laisse tomber à l'extérieur du ring. Et il tombe littéralement au pied de la meuf. Même si t'es pas fan ou tu t'en fous, t'es quand même genre ah oui quand même le gars poum quoi. Il tombe du 3e étage. Non, bras croisés quoi. Elle était dans ses pensées. Elle réfléchissait à son divorce qui venait d'arriver. Je sais pas moi. Elle pensait à ce qu'elle allait bouffer après le show plutôt. Hein. Alors attends, je vais mettre un petit gif de qualité. Tac. Le coup du lapin. Tac. Tac. Putain. Non, mais ce match, il est génial. Est-ce que toi, tu as un souvenir moi, ce match, j'ai toujours adoré, mais est-ce que tu as un souvenir marquant du Shawn Michaels Diesel d'In Your House ou pas? Il faudrait que tu le revoies pour savoir. Oui, je pense que là... Mais à ce niveau-là, en fait, je le réalise que les pay-per-view, il faut que je les revoie vraiment. J'ai peu de souvenirs. Genre là, en 96, le seul truc que j'ai vraiment extrêmement bien en tête, c'est le Bret Hart Steve Austin de Survivor Series. Et tout le reste, je pense que ça nécessite revisionnage, etc., etc. C'est des années, comme dit, 95-96, c'est vraiment des années que j'ai peut-être vues à l'époque et que j'ai très très peu revues. Mm-hmm. Donc Austin Bret fait partie de mes combats préférés, donc je l'ai revu plein de fois. Et sinon, tout le reste, c'est pour ça que je te dis le Survivor Series. Ah oui. Mais donc voilà, ce match est génialissime. J'ai juste pas trop aimé la fin. Parce que ça a cassé le rythme, quoi. On a l'impression d'être à la WCW, quoi. Toutes les conneries d'arbitre, c'est chiant. Même au début, ça fait 2 heures et quart de show. Le début où t'as la confusion avec finalement Perfect va être l'arbitre juge de touche et pas arbitre central, etc., etc. Là, ça apporte pas grand chose en fait. Et sur la fin, j'ai absolument pas compris. Ne serait-ce, alors évidemment, c'est de la merde dans le sens où ça vient entacher un match d'une qualité extraordinaire, mais j'ai pas compris pourquoi Perfect veut arrêter le compte. C'est illogique du début à la fin parce que il est heel
Donc, normalement, son rôle, ça devrait être d'empêcher l'arbitre de faire respecter les règles. Il ne le fait absolument pas pendant le match. Et sur ce finish, après le switch in music, l'arbitre commence à compter. Et effectivement, en tant que il devrait rentrer et peut-être pousser l'arbitre ou l'autre, enfin, Lepner, ou oui, si c'était lui, peu importe, pour que ça ne compte pas. Mais en fait, non, il dit attends. Et ensuite, ils comptent tous les deux ensemble. Donc, ça fait vraiment je suis heal, attends. Et maintenant, en fait, c'est un compte de 6 ou de 7, quoi. Parce qu'on a fait des pauses et des machins. Donc, et après. Mais l'intérêt de faire un compte commun, blague Banque Populaire, n'est-ce pas? Je comprends pas. Je comprends pas mais justement, c'est plus un truc de face. Genre maintenant, on est deux, on va le faire en même temps. Comme ça, il y aura pas de problème. Ça, c'est plus un raisonnement de face, même si c'est bête et que ça fait perdre du temps. Mais le raisonnement, c'est maintenant, on va essayer qu'il n'y ait pas de rififi cette fois-ci, qu'on soit un truc très juste en fait. Oui, j'ai rien compris, j'ai pas compris l'intérêt, j'ai pas compris il y a rien de heal. Et en plus, Mr. Perfect, il disparaît là. Après ce pay-per-view, on le verra plus. Oui, et il a servi à rien en plus. Ouais. Quand tu es certain, quand tu vois les promos pendant le show concernant l'impartialité, etc., quand tu sais que Cornette, machin, tu sais très bien, et c'est logique dans la story, que Perfect ait un rôle négatif dans ce match-là, qui va forcément, à un moment donné, soit trahir. Enfin, tu t'imagines à ce qu'il va aider ce qu'il aide le Bulldog, ou alors tu t'imagines peut-être à un face turn où finalement il va aider Shawn Michaels, tu vois. Mais une implication. Complètement inutile. Complètement inutile. Sachant qu'en plus, il n'y a même pas de payoff par rapport à la suite parce qu'on verra plus Mr. Perfect. Oui, c'est ça qui est ouf, quoi. Donc, des fois, je me dis peut-être que, en fait, comment il s'appelle, Vince l'avait signé, qu'il y avait une storyline, et finalement, ça a capoté en off, et puis finalement, ils se sont dit, bon, ben, on fera plus rien après le King of the Ring. Je vais partir, la tête haute, mais je sais pas. Ouais. Et après ça, c'est l'explosion génialissime. Ça va se bastonner dans tous les coins. Il y a Owen Hart qui va intervenir. On a qui d'autre bref. Ahmed Johnson vient sauver. Voilà, Ahmed Johnson, l'Ultimate Warrior, Vader. Enfin, c'est le bordel dans tous les sens. Et les faces vont être triomphants. Et on a le main event du prochain pay-per-view qui est déjà décidé. Ça, c'est cool. Parce que voilà, c'est une storyline de laquelle découle le match du prochain pay-per-view et non pas l'inverse. Donc on va voir comment ça va se passer demain à Raw. Et comme toi, j'ai hâte de voir Raw. Et voilà. Oui. Et donc non, c'était vraiment topissime pour conclure un pay-per-view très divertissant. Après la WWE, franchement, la 96, on a commencé avec Beware of Dog. Beware of Dog, je l'avais déjà pas mal aimé, voire adoré avec le match de la courroie. Mais là, celui-ci, oui, non, c'était comme d'hab. Il y a du très bon catch, il y a du génialissime catch. C'est divertissant et il n'y a pas de piscine de chiasse malgré tout, quoi. Il y a des petits ratés, mais rien de plus, quoi. Ça fait partie de l'intérêt de cet abonnement, n'est-ce pas? C'est de modifier un petit peu les perceptions. Moi, je t'ai dit, j'avais pas forcément un bon souvenir de 95-96. Et là, en revoyant les choses, je me dis, ben putain, c'est vrai que c'est quand même plutôt plaisant. Bon, King of the Ring, c'est différent parce que celui-là, c'est un show qui est quand même reconnu comme étant très bon. Mais oui, Beware of Dog, je l'avais complètement oublié. On avait oublié Austin Savio Vega qui était formidable, etc. Là, de se refaire tout à l'âge adulte, ça permet de revoir les choses différemment. Éclat de rire final quand même sur la promo du camp Cornette. Donc, il tease il parle donc du futur match à International Incident British, Vader et Owen Hart. Et donc, tu vois que le British Bulldog prend la parole et met over, il dit, moi, je suis une montagne de muscles extraordinaire, je suis le meilleur technicien, etc. On a Vader qui est extrêmement dominateur, qui est un monstre impossible. Et là, tu as Owen Hart qui arrive par derrière comme ça, il fait « Et moi, j'ai un plâtre !» Et c'est tout. Genre, c'est ma seule qualité, mais ça va être cool. Non, franchement, c'était un super show. C'était un super show. Et moi, ils m'ont juste un peu perdu pendant le Goldust Ahmed Johnson, pendant toute la hit de Goldust. Mm-hmm. Et c'était le seul moment du show, quoi. Ouais. Oui, mais voilà, c'est. J'ai hâte de voir non seulement quand il faut faire du bon catch, la WWE sait faire du bon catch. Elle sait dire, vous allez faire un très bon match,
et vous allez le sortir et on sait qu'il va sortir tel qu'on l'a prévu. Alors que la WCW en est quand même globalement incapable. Ils sont pas capables de contrôler ce qu'ils vont présenter. Quand il y a un bon match, j'ai l'impression que c'est plus du ressort des catcheurs qui ont fait un truc qui fait que la sauce prend, mais pas parce qu'on a dit, bon, vous aurez le match à 5 étoiles du show, vous, non, etc., etc. Oui, entièrement d'accord avec ça. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, beaucoup plus structuré en amont, en fait. Oui, ils ont largement le contrôle, comme tu dis, de ce qu'ils proposent. Bah ouais. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous demain pour le Raw et le Nitro du 24 juin. Et puis j'ai hâte de voir le prochain pay-per-view pour tes créations, car tu m'as pas encore envoyé International Incident, je crois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai, j'ai pas encore fait International Incident, mais je mettrai des extraterrestres, maintenant c'est décidé. Des quoi? Des extraterrestres, des soucoupes volantes. Oh putain, génial. Bon voilà les amis, merci d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Merci à toi Dimitri. Et puis rendez-vous demain pour le prochain prochaine vidéo pour les abonnés. Ciao ciao.